A. Vertissement. 7. Vie, DOS quinte, la langue anglaise, bourrelet bisouin de l'AP DAG OJ. Merci. Tout ça est bien beau, mais nos objets manquent de couleur et de texture. En anglais, c'est ce qu'on appelle le shading. Allons dans l'onglet correspondant pour voir de quoi il retourne. Pour modifier l'aspect de l'objet, il faut s'assurer qu'il possède au moins une matière, parfois appelée matériau en référence à l'anglais material. Pour vous faire gagner du temps, le cube par défaut en possède déjà une, mais ce n'est pas toujours le cas des nouveaux objets. Remarquez tout d'abord que ce que vous voyez ici est un viewport qui fonctionne exactement comme les autres, avec la souris, les touches du pavé numérique et tous les raccourcis qui s'y rapportent. Ce qui lui donne un aspect différent, c'est le fait qu'il soit en mode Material Preview, alors que jusqu'ici, vous avez plutôt utilisé le mode solide. Maintenant, revenons à nos affaires de matériaux, en allant sur l'onglet du panneau des propriétés représentant une sphère rouge peinte en damier. Actuellement, il n'y a aucune matière sur l'objet, mais l'on peut vite régler ça en cliquant sur le gros bouton New. Cela créera une toute nouvelle matière de base, blanche. En cliquant sur le nom, vous pouvez la renommer. Si vous cliquez sur l'icône de sphère juste à côté, un menu déroulant vous proposera de plutôt réutiliser une des matières déjà présentes dans votre projet. Dans la grande fenêtre centrale et dans le panneau de propriété, nous retrouvons les mêmes paramètres. L'un est présenté en ligne verticale et l'autre sous forme de boîte, mais il s'agit bien de la même chose. Si vous changez un paramètre au hasard, vous pouvez constater que les deux interfaces se modifient en même temps. Détaillons un peu cette première boîte qui se nomme Principled BSDF. Sans surprise, Base Color représente la couleur de base. Ensuite, pour rester dans les paramètres simples, passons directement au paramètre métallique, qui indique si votre objet est réfléchissant comme un miroir ou non. Le résultat variera énormément en fonction du paramètre Roughness, la rugosité, qui rend les réflexions floues ou nettes. Quand votre objet n'est ni particulièrement métallique ni rugueux, vous pouvez donner un aspect plus brillant à la matière en jouant sur le paramètre Specular, la spéculaire. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot dans d'autres contextes. Dans le cadre de la 3D, il désigne un type de reflet très particulier que l'on retrouve plus ou moins fort sur toutes les surfaces, et pas seulement les surfaces métalliques. Dans le même genre, Sheen est une réflexion supplémentaire qui n'a lieu que sur les contours de l'objet. Et Clear Coat est tout simplement une seconde couche de spéculaire, indépendante de la première, qui vient ajouter de la brillance au reste à la façon d'un vernis. La transmission correspond à la réfraction de la lumière à la façon d'une goutte d'eau, là encore pondérée par la rugosité, qui s'ajoute à Transmission Roughness, qui rendra l'intérieur de l'objet flou même quand l'extérieur ne l'est pas, ainsi qu'à l'indice de réfraction IOR. L'alpha est une façon de désigner la transparence toute simple, comme un fantôme ou une feuille de papier transparent. Mais comme c'est un effet un peu lourd en calcul, pour en profiter, il faudra activer la transparence de la matière à un deuxième endroit. Dans le bas du panneau de propriété, au chapitre Settings, vous devrez remplacer la mention opaque du Blend Mode, qui signifie que la matière n'est pas du tout transparente, en autre chose, particulièrement Alpha Blend ou Alpha Hashed, qui sont les plus utiles. Une fois cela fait, on peut constater la différence de résultat entre la transmission et l'alpha. Quoi qu'il en soit, je vous conseille vivement de remettre ce paramètre sur opaque quand l'objet n'est pas transparent, pour éviter les bugs et les temps de rendu à rallonge. Pour en terminer avec les paramètres importants, l'émission permet de faire briller l'objet, de lui faire émettre de la lumière. Ce paramètre pourra servir pour faire de la bioluminescence ou les fenêtres éclairées d'un bâtiment lointain. mais comment tu fais briller seulement les fenêtres? Moi ça fait briller tout l'objet. Eh bien, je vais vous donner deux solutions à ça. Pour commencer, sachez que l'on peut attribuer plusieurs matières à un objet, en appuyant sur le bouton plus et en choisissant différentes matières pour les différents emplacements que vous venez de créer. Ensuite, en mode Edit, vous pourrez appliquer ces différentes matières sur différentes faces, en les sélectionnant, puis en cliquant sur Assign. Si vous ne savez plus quelle face est assignée à quoi, Select ajoutera à votre sélection toutes les faces auxquelles vous avez assigné la matière choisie, et Deselect fera le contraire. Bien sûr, c'est déjà suffisant dans la plupart des situations, mais ce serait pénible de créer une nouvelle matière à chaque fois qu'un bout de l'objet a une couleur différente des autres. Ce qu'il nous faudrait, c'est un moyen de peindre sur les vertices de l'objet, vous savez, comme les vertex group, mais en couleur, du genre...
Ah ah! Vous pensiez, les vertex color, c'est trop nul, ça sert à rien, et gna gna gna, et paf! Voilà, vous êtes bon pour revoir la partie 6 de cette série sur Blender. Non mais sans blague. Donc, pour vous rafraîchir la mémoire, on passe en mode Vertex Paint, on peint des couleurs, et maintenant on va pouvoir y accéder sous la forme d'une nouvelle petite boîte. Allons dans le menu Add. Non, pas celui-là. Celui de la fenêtre du bas, avec les petites boîtes. Dans la liste qui s'affiche, prenez la première sous-catégorie, nommée Input, puis choisissez Vertex Color. Une boîte apparaît, et suit votre souris tant que vous ne cliquez pas de nouveau. Une fois déposée quelque part, vous pouvez toujours la déplacer avec la souris, ou en appuyant sur G, comme avec un objet du viewport. Et maintenant, le principe consiste à choisir votre calque de Vertex Color dans la liste, et à relier le point jaune Color de cette nouvelle boîte à un des points de la boîte Principlet BSDF. Base Color pour commencer me semble un bon choix. C'est le moment pour une petite explication. Ce que l'on est en train de faire s'appelle un node tree, c'est-à-dire un arbre à nœuds en français. Ces boîtes sont donc des nodes, les nœuds en question. Elles ont parfois des entrées à gauche et parfois des sorties à droite. Les sorties de ces nodes peuvent être de simples images d'une seule composante allant du noir au blanc, on les représente avec un point gris. Des couleurs qui sont en fait 3 composantes, une pour le rouge, une pour le vert et une pour le bleu, on les représente avec un point jaune. Ou des vecteurs, quasiment la même chose, 3 composantes mais qui représentent les coordonnées X, Y et Z. Et on les modifie ensuite en les faisant passer par toutes sortes de nœuds intermédiaires jusqu'à envoyer le résultat final, marqué par un point vert, au dernier node, nommé Material Output. Ici, nous avons relié notre point jaune à un autre point jaune. Cela veut dire que c'est une information de couleur qui est transmise et qui est reçue. Mais s'il vous prend l'envie de faire un lien entre un point jaune et un point gris ou un point bleu, cela ne pose aucun problème. La conversion sera automatiquement gérée par le logiciel. Vous pouvez même directement relier ce point jaune au point vert de la petite boîte Material Output pour afficher visuellement ce qui sort par ce point dans le viewport. Un petit exemple de node utile. Dans le menu Add, dans la section Color, vous trouverez Hue Saturation ou Hue Saturation Value selon les versions, que vous pourrez ensuite intercaler au reste manuellement en y ajoutant des liens de cette façon. Ou encore plus simplement, en superposant la boîte à un lien déjà présent pour l'insérer automatiquement. D'ailleurs, pour retirer la boîte, vous pouvez manuellement défaire et refaire les liens, ou la retirer d'un seul coup en maintenant la touche Alt enfoncé. Une astuce plutôt méconnue, mais un sacré gain de temps. La boîte que nous venons de créer permet de modifier la teinte en la décalant sur le spectre des couleurs, d'augmenter ou de diminuer la saturation de l'image qui arrive en entrée, ainsi que d'augmenter ou de diminuer la luminosité. Vous pourriez aussi avoir besoin du node RGB Curve, qui fonctionne comme l'outil courbe de Photoshop ou de Krita. Remarquez que l'un comme l'autre ont un paramètre FAC, pour facteur, qui atténue l'effet. À 1, l'effet est appliqué au maximum, et à 0, pas du tout. Je dois aussi vous présenter le Mix RGB, qui permet de mélanger 2 entrées de couleurs différentes. Pour la démonstration, il va nous falloir une autre source. Dans le menu Add, Texture, on trouve une liste de générateurs de couleurs variés. Prenons Noise Texture. Si vous le reliez directement au dernier nœud, vous pouvez voir qu'il fait des sortes de nuages. En noir et blanc, si vous prenez la sortie FAC, et en couleur si vous prenez la sortie Color. Imaginons que je veuille lui appliquer un effet d'ajustement à lui aussi. On peut dupliquer un node avec Shift-D, comme on dupliquerait un objet dans le viewport. Je n'ai qu'à supprimer quelques points et adapter la courbe à mon désir. Puis je peux aller brancher le résultat dans mon Mix Node. Je vais aussi rebrancher le tout au Principlet BSDF comme c'était avant, afin d'observer le résultat avec les reflets et les ombrages. Comme vous pouvez le voir, le Mix Node fait actuellement un mélange tout simple entre 2 entrées. Si FAC est à 0, on voit la première entrée, et si le facteur est à 1, c'est la deuxième. Et entre les deux, c'est un peu des deux. Il y a 2 choses qui font la force de ce node. D'une part, que vous pouvez utiliser d'autres modes de fusion, comme dans Krita et Photoshop, grâce au menu déroulant actuellement nommé Mix. Et d'autre part, que vous pouvez aussi brancher une 3e texture au facteur. Tiens, pourquoi pas celle-ci, que l'on trouve dans Texture, Checker Texture.
Il s'agit d'un damier. On vous donne le choix des 2 couleurs et de l'échelle. Regardez. Hé, une seconde. T'as branché la texture et la sortie en un seul clic? Comment t'as fait ça? Mais comme toujours, ma chère, grâce au pouvoir de la flemme, il y a un add-on spécial intégré au logiciel qui active tout un tas de nouveaux raccourcis pour modifier les nœuds plus vite. Je vais vous montrer comment l'activer. Allez dans le menu Edit et choisissez l'option Préférences. Dans la fenêtre qui s'ouvre, allez dans l'onglet Add-on et là, au niveau de la loupe, commencez à taper Node. En 2 ou 3 lettres, vous pourrez voir apparaître un add-on nommé Node Wrangler. Node Wrangler. Node Wrangler. Vous pourrez voir apparaître un node au nom imprononçable. Cliquez sur la case à cocher à côté du nom pour l'activer. Parmi les raccourcis de cet add-on, on trouve notamment celui-ci très efficace. Avec CTRL-SHIFT clic gauche, le nœud est immédiatement relié au Material Output pour le visualiser. En recommençant, vous pouvez faire défiler les différentes entrées disponibles. Et en faisant le même CTRL-SHIFT clic gauche sur le Principlet BSDF, tout retourne à la normale. Ce que je voulais vous montrer, c'était surtout que la sortie FAQ de Checker Texture nous sort un damier complètement noir et blanc, sans nuance de gris. Du coup, si je le branche sur mon Mixnode, je vais avoir une alternance de l'entrée 1 et de l'entrée 2 en damier. Amusant, non? Oh, et tant qu'on parle d'amusant, tous ces paramètres sont animables. Quoi? Absolument. Avec un clic droit, vous verrez que l'on peut utiliser la touche I pour insérer une image clé et l'enlever avec Alt-I comme ailleurs dans le logiciel. Pour que ce soit plus simple, on va ajouter une timeline à cette interface en attrapant un des coins d'une des fenêtres et en tirant dessus pour la diviser en 2. Vous n'avez plus qu'à sélectionner Timeline pour facilement naviguer dans le temps de votre animation. Je mets une image clé au début de l'animation, puis je vais à la fin, je modifie la valeur et remets une nouvelle image clé. Et voilà! Petite subtilité à savoir, la timeline n'affiche que les images clés des éléments sélectionnés. Mais qu'elles s'affichent ou pas dans votre timeline, le fait est qu'elles sont bien là, comme on peut le voir en lançant l'animation avec barre espace. Pour bien terminer cette partie, on va mettre tout cela en pratique. Nous allons rapidement faire une tomate. Comme dans le tutoriel Krita? T'as vraiment un problème avec les tomates? Ajouter une sphère UV. Passer en mode Edit pour aplatir les sommets en activant le Proportional Editing, et utiliser la touche G pour déplacer les points directement à la souris. Pas la peine de vous inquiéter de la précision ici, ce n'est qu'une tomate, ce n'est jamais parfaitement équilibré. Et maintenant, désactiver le Proportional Editing, on n'en a plus besoin. Et puis, on peut ajouter un bout de tige. Sélectionnez le vertex central du dessus, et appuyez sur CTRL+, pour étendre votre sélection au point environnant. C'est un raccourci bien utile. A l'inverse, avec CTRL-, vous pouvez réduire une sélection. Extrudez cette petite portion ronde avec la touche E. Grossissez-la un peu avec S. Extrudez-la à nouveau et rapetissez la nouvelle face de la même manière. Ensuite, extrudez une tige pas droite en enchaînant les E pour extruder, R pour légèrement tourner la tige et S pour en faire varier l'épaisseur. Et maintenant la petite touche finale. Je sélectionne toute la boucle de vertice à la base de la tige avec un clic gauche en maintenant Alt enfoncé, et j'utilise Checker Deselect que l'on a déjà vu dans la partie 3. Et en utilisant maintenant la touche S, je modélise cette petite couronne de feuilles que les tomates ont généralement. C'est déjà pas mal. Maintenant, sortons du mode Edit et allons lui donner des couleurs. Les nouveaux objets, par défaut, n'ont pas la moindre matière. On va donc en créer 2 nouvelles. La première s'appellera tomate et l'autre tige. Nous commencerons par la tomate. Vous voilà donc avec 2 nœuds de base, Material Output et Principlet BSDF. Figurez-vous qu'il y a des alternatives au Principlet BSDF, dans la catégorie Shader. Mais la plus grande partie d'entre eux sont tout simplement des versions simplifiées du Principlet BSDF, qui est une sorte de shader unique pour les gouverner tous. On va donc rester sur le Principlet BSDF cette fois-ci. Il fera de toute façon l'affaire dans la plus grande majorité des cas. Cliquez sur la case de couleur blanche nommée Base Color et remplacez la couleur actuelle par du rouge. On peut baisser un peu la roughness pour lui donner un aspect de tomate bien propre. Un peu trop propre pour être crédible à mon avis. On va changer ça en lui donnant une surface irrégulièrement rugueuse.
Prenons une texture Noise et son aspect nuagique, puis branchons-la à la Roughness. Le résultat manque un peu de précision pour être vraiment intéressant. Je vous rappelle d'ailleurs le CTRL-SHIFT-clic gauche pour voir ça de plus près. Je vais augmenter le niveau de détail à au moins 5. Du côté de la tige, vous pouvez toujours changer la couleur de base en vert. Pour que cela soit vraiment utile, il faut surtout penser à attribuer la matière à la portion correspondante. Un petit rappel, en mode Edit, sélectionnez une boucle de vertice ou de face vers le haut de la tige, puis utilisez le raccourci CTRL+, jusqu'à ce que toute la tige soit prise dans la sélection. Puis, avec la matière tige sélectionnée, cliquez sur Assign. C'est pas mal, mais je pense qu'il faut faire des ajustements. La façon la plus visuelle que je connaisse d'ajuster une texture se trouve dans la catégorie Converteur, Color Ramp. Ce node prend une source en noir et blanc en entrée et la convertit en un dégradé de couleur. Et ce nœud offre des tas de possibilités remarquables en ajoutant et supprimant des étapes à votre dégradé avec les boutons plus et moins. Comme cela, ce sera très bien. À ce stade, on peut aussi ajuster l'échelle du bruit pour resserrer ou élargir le motif. Pour ajouter au réalisme, on peut utiliser un node Vertex Color. Si aller chercher le node dans le menu Add vous semble fastidieux, à partir de la version 3.1 de Blender, cela peut se faire très rapidement en tirant sur le petit cercle jaune et en tapant ce que vous voulez dans le cadre qui apparaît. Passez en mode Vertex Paint. Vous pouvez faire apparaître la barre d'outils avec la touche T en survolant le viewport, et les préférences d'outils avec la touche N, en choisissant l'onglet Tool. Pour bien commencer, il faut peindre toute la surface en rouge, ce qui peut se faire d'un seul coup en sélectionnant le rouge comme première couleur et en utilisant la commande Paint Set Vertex Color. Ou avec le raccourci Shift-K. Ensuite, en atténuant un peu la force de votre pinceau, vous pourrez définir des zones où la tomate est plus jaune, au niveau des pôles, et mettre un rouge plus sombre là où elle est plus mûre, sur l'équateur. Changeons de matière pour nous occuper de la tige. On va ajouter des détails grâce à la technique du bump. Ajoutez une texture de noise, puis allez dans la catégorie Add Vector pour ajouter un nœud de bump. Connectez la sortie FAC du noise à l'entrée hauteur, qui se dit 8, du bump, et la sortie normale de ce dernier à l'entrée normale du Principlet BSDF, et admirez le résultat. En gros, le bump ajoute des aspérités artificielles à l'objet. L'objet ne change pas vraiment de forme, mais sa matière fait semblant. Outre jouer sur la texture que vous mettez en entrée, vous pouvez aussi atténuer l'effet en diminuant la force, strength, et la distance de l'effet, distance. Personnellement, je mets presque toujours la distance à 0,1, puis j'affine le résultat en augmentant ou diminuant la force. Et voilà, vous avez votre tomate. Il ne nous reste plus grand chose à voir avant de clore ce premier tour global de Blender, et de passer à des tutoriels plus spécifiques. Il ne faut pas vous inquiéter si toutes ces nouvelles notions ne vous semblent pas évidentes dès la première fois. Comme toujours, n'hésitez pas à passer à la suite pour revenir plus tard à tête reposée. On va de toute façon reparler de cette interface dès la prochaine vidéo sur le mapping et la façon d'appliquer une image à votre objet. A bientôt et bonne création à tous!